Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième entretien du Club du mercredi avec Marc Rameau. Marc, comment vas-tu? Très bien, Maxime. Bonjour à tous les souverainistes pour ce troisième entretien que j'ai grand plaisir effectivement à faire démarrer l'année. Bon, bah oui, effectivement, c'est le premier que tu donnes en 2021. Nous, c'est le deuxième que nous réalisons cette année puisque nous avons déjà eu l'occasion de discuter de la crise du coronavirus et de ses conséquences actuelles avec Philippe Comte de Génération Frexit. Je vais te représenter très rapidement. Oui, il est probable que les personnes qui regardent cette vidéo connaissent déjà tes travaux et notamment les deux vidéos que nous avons déjà réalisées ensemble, une sur la méritocratie et puis la première qui portait sur l'économie de marché et sa compatibilité avec l'idéologie souverainiste, la pensée souverainiste plutôt. Néanmoins, pour te resituer sur le champ politique, tu es proche du parti des quatre piliers, sans en être un acteur Fait. officiel, tu es un collaborateur proche de ce parti. Tu es, de ce que j'en sais, régulièrement interrogé par Le Figaro. On retrouve certains de tes entretiens donnés au Figaro Vox, notamment. Tu es un ancien collaborateur de Causeur, la revue Causeur. Tu es l'auteur d'un livre qui s'appelle le Tao de l'économie. Pas le grand Tao de l'économie, hein, c'est le Tao de l'économie. Juste le Tao de l'économie, tout à fait. Juste le Tao de l'économie. Tu es, et c'est ce qui va également beaucoup comment dire, nous intéresser dans le cadre de cet entretien, tu es un homme d'entreprise. Et tu as toujours une vision un petit peu particulière des événements actuels à travers le prisme justement de l'homme d'entreprise que tu es. Donc, ça va D'entreprise être et d'industrie. Donc, voilà, et d'industrie, donc ce qui va être d'autant plus intéressant dans le cadre du sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Par ailleurs, tu es aussi le propriétaire d'un micro que tu viens d'acheter pour que nous ayons enfin un très bon son. Tu vois, toi et moi sommes parfaitement équipés cette fois. Donc voilà, dites-nous en commentaire si le son vous convient. Je pense que ce sera bon cette fois-ci. Alors, je voulais aborder avec toi le sujet de la réindustrialisation du pays. C'est un petit peu un sujet très à la mode depuis le premier confinement. Tout le monde nous dit que l'économie française va prendre une claque et qu'il faudrait réindustrialiser le pays pour permettre de la relancer. Alors, il y a déjà un point, moi, qui me choque un petit peu, c'est que des gens comme Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Jean Castex, toute la pléthore de ministres qui tournent autour de ces gens, les pires mondialistes qui derrière finalement qui sont derrière eux sur le champ idéologique, tous sont d'accord pour dire qu'il faut réindustrialiser et on a l'impression qu'ils redécouvrent tous en même temps par la magie des choses les vertus du souverainisme. Euh, Comment tu fais toi pour distinguer le vrai du faux dans ces discours? Est-ce pour eux seulement des coups de communication pour se maintenir à un bon niveau dans les sondages et pour préparer déjà les élections de 2022? Ou est-ce que ce sont des engagements sincères et est-ce qu'ils ont enfin le bon sens de reconnaître qu'on ne peut pas construire une économie avec seulement 10% du PIB adossé à l'industrie? oui, tout à fait. En fait, c'est assez comique puisqu'on voit des gens qui disent, qui ont dit dans les derniers mois ce que nous disons depuis 10 ans, donc vraiment des résistants de la 25e heure, qui se sont aperçus effectivement à quel point le souverainisme économique et la réindustrialisation étaient des leviers clés finalement de la reprise en main de notre destin. Et comment faire la part des choses? Effectivement, on peut se dire, et c'est assez évident que tout ça, c'est essentiellement des artifices de communication, mais comment le montrer? Comment le prouver? En fait, c'est simple, tout de même, il a fallu que Emmanuel Macron et Jean Castex se sortent du bois, c'est-à-dire que derrière les belles paroles, ils se sont tout de même engagés sur un plan d'investissement, soi-disant, donc le fameux plan Castex, qui a suivi ensuite le discours de politique générale. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce plan? En fait, c'est pas du tout un plan d'investissement, c'est un plan d'injection financière, d'alimentation financière d'un certain nombre d'organismes et d'un certain nombre d'activités. On voit qu'il a été fait non pas par des industriels, mais justement par des communicants et par des financiers. Pourquoi? Parce que il ne rentre pas dans le fonctionnement des entreprises auxquelles il s'intéresse. Il va simplement extraire effectivement des domaines d'activité qui seraient bien de rapatrier plus ou moins chez nous, mais c'est une lapalissade. Tout le monde sait qu'il faut maintenant se positionner sur les nouvelles technologies, sur la 5G, sur l'IA, sur la data science, sur ces technologies d'avenir.
Tout le monde sait qu'il y a un certain nombre de domaines industriels comme l'énergie et la santé sur lequel il est important de redevenir un acteur de premier plan. N'empêche que c'est essentiellement un plan de refinancement et pas un plan d'investissement. Comment est-ce qu'on fait la différence entre un plan de refinancement et un plan d'investissement? Bien, en fait, le plan de refinancement, il va considérer les entreprises, les organismes publics, l'ensemble des acteurs économiques et sociaux, comme des boîtes noires dans lesquelles il suffit d'injecter de l'argent comme du carburant. Et quelque part, on rentre pas finalement plus précisément dans leur mode de fonctionnement. Un véritable plan d'investissement, ce n'est pas ça. Un plan d'investissement et donc un plan de réindustrialisation, ça nécessite de connaître les hommes, de connaître les organisations, de connaître les compétences et de savoir comment ça marche. Alors, quelques exemples justement de ce qui s'est passé quand on a fait véritablement l'industrialisation ou quand on n'en a pas fait. Donc quelques exemples négatifs. Les technologies EPR, donc ces réacteurs nucléaires de nouvelle génération, vous savez que la Chine est arrivée à en mettre en service avant nous, alors qu'il s'agit de notre propre technologie, hein. C'est une technologie d'origine française. Si l'on regarde l'historique de ce qui s'est passé et du fiasco de l'implémentation industrielle des EPR, ce n'a pas été dû à des raisons technologiques, ce n'a pas été dû à des raisons d'organisation ou d'entrepreneuriat, c'est tiré de pattes entre lié à la fois aux acteurs énergétiques et aux acteurs de développement de la filière nucléaire. À côté de ça, bon, la Chine a su d'une manière ou d'une autre s'unir et mettre en place avant nous, mettre en service un réacteur de notre propre technologie. Donc on voit que le jeu d'acteurs et on voit que le jeu économique entre les différents décisionnaires a des conséquences macroéconomiques. C'est un des thèmes évidemment que je chéris particulièrement, ne pas couper la macroéconomie et de la microéconomie. On voit que le capitalisme de connivence qui a lieu en France, on voit que la façon dont on promeut certains hauts fonctionnaires à la tête d'entreprises publiques ou privées peut avoir ces conséquences-là. L'autre exemple, il est très connu, c'est celui d'Alstom, avec le massacre que Macron a opéré. Je ne vais pas revenir dessus. Vous savez à quel point Macron a bradé en fait la branche énergie d'Alstom, qui était tout de même l'un de nos fleurons industriels, qui était un avantage compétitif sur un domaine qui est maintenant archi reconnu comme stratégique, qui a d'ailleurs été référencé comme dans le plan Castex comme tel, l'énergie. Récemment, il y a eu un mouvement sur Alstom, c'est que quelqu'un, et on va savoir, on va dire qui, a envisagé d'essayer de rapatrier au moins la technologie Arabelle. Arabelle, qu'est-ce que c'est? C'est la turbine géante d'Alstom. C'est une des meilleures turbines au monde. Elle équipe un tiers des centrales du parc nucléaire mondial. C'est évidemment ce sur quoi GE a voulu absolument mettre la main par des procédés absolument abominables, parce que qui essaye pour l'instant de récupérer Arabelle, je vous le donne en mille, c'est Frédéric Pierucci. C'est-à-dire la personne qui a été littéralement prise en otage par les Américains, mise 18 mois, a subi 18 mois de prison ferme dans des quartiers de haute sécurité particulièrement pénibles, et avec un chantage qui était exercé grâce aux fameuses lois extraterritoriales américaines, qui sont une violation totale de la souveraineté de n'importe quel pays, là en l'occurrence la France, et sur lesquelles Macron s'est complètement déculotté. Donc il n'a pas du tout cherché à s'y opposer, il a simplement avec Patrick Cron procédé à la vente de ce que GE convoitait. Marc, avant de poursuivre l'entretien, je crois que je viens de rencontrer un léger problème technique, donc j'espère que ça ne va pas couper l'enregistrement audio. La vidéo, on s'en fiche si à un moment on l'a perdu. J'espère que l'audio sera là. Concernant l'affaire d'Alstom, tu es en train de nous dire qu'un responsable d'Alstom, c'est trouvable sur Internet, mais fais-nous un petit résumé s'il te plaît. Un responsable d'Alstom a passé quelque temps en prison aux États-Unis parce qu'il n'avait pas respecté l'extraterritorialité du droit américain, c'est-à-dire le droit qui s'applique à partir du moment où on utilise le dollar sur un territoire autre que celui des États-Unis, et aux États-Unis même, hein, quand vous faites une transaction en dollars, il y a un droit qui suit, et donc si vous ne suivez pas ce droit-là, eh ben, vous êtes attaquable. Tu me corriges hein, si je dis une bêtise, évidemment. C'est exactement ça. Et on a fait chantage, alors les États-Unis, on fait chantage sur ce monsieur pour que nous, la France, lâchions Alstom et servions finalement les intérêts industriels américains. Tu peux nous faire un petit peu le fond de l'affaire, s'il te plaît?
Oui, donc c'était la branche énergie d'Alstom, donc un secteur particulièrement stratégique. Et donc Frédéric Pierucci a été victime, lui il exerçait en partie aux États-Unis, de l'application de ces lois extraterritoriales. Alors elles sont de particulièrement mauvaise foi parce qu'il s'agit de lois soi-disant anticorruption. Et que Donc faisait ce effectivement, monsieur? Quel poste il avait à Alstom, ce monsieur? donc Alstom, alors je ne sais plus précisément le poste qu'il avait, mais enfin c'était l'un des dirigeants. Et il a été littéralement incarcéré, effectivement, pour, bon, soi-disant pour des affaires de corruption. En fait, ce que les Américains appellent corruption, c'est simplement si vous commercialisez vos produits dans des pays sur lesquels ils ont mis un veto. Et donc, à partir du moment où la France décide de faire du commerce avec tel ou tel pays, ça peut être l'Iran, ça peut être la Russie, etc. Si les États-Unis ne sont pas d'accord et si vous avez effectivement effectué une transaction en dollars, ou si l'un de vos systèmes possède un composant qui a été élaboré aux États-Unis, même un composant minime, hein, qui représente que 2% de l'ensemble du système, il se donne le droit de vous attaquer pour cette raison. Donc Frédéric Pierucci a passé plus de 18 mois en prison. Patrice Cron, qui était le PDG d'Alstom de l'époque, n'a pas du tout cherché à se battre pour préserver la branche, pas plus que Macron. Arnaud Montebourg a essayé de s'y opposer. Il s'est vu opposer justement la réponse de Macron qu'on n'était pas au Venezuela. Et moyennant quoi, Macron a dit que c'est très bien qu'on puisse vendre cette entreprise, enfin cette branche d'Alstom qui était un de nos fleurons industriels. Alors heureusement, on va peut-être récupérer Arabelle, donc la turbine, la technologie de turbine qui est une des meilleures au monde. Ça, c'est un exemple à la fois de ce qu'il ne faut pas faire dans ce qu'a fait et le gouvernement et ce qu'a fait Patrick Con, et de ce qu'il faut faire, Frédéric Pierucci représentant un véritable entrepreneur, quelqu'un qui cherche à défendre nos intérêts souverains et qui en a bien compris l'importance. Donc on voit que quelque part, il y a beaucoup de gens qui arrivent à essayer, qui essayent de rattraper la gabegie et les agissements du gouvernement, notamment du gouvernement Macron. Oui, donc on a encore quelques industriels de génie en France, des gens qui ont vraiment à cœur les intérêts français et qui se battent pour les servir. D'ailleurs, moi, il y a aussi une autre question. Bon, on parle de réindustrialisation comme façon de relancer l'économie française. Mais après tout, on a d'autres pans de l'économie sur lesquels nous pourrions jouer pour relancer la consommation, pour relancer la croissance. Pourquoi ça devrait nécessairement passer par l'industrie? On sait qu'on est devenu une économie de service. Pourquoi simplement ne pas aller encore plus dans cette voie-là, l'assumer complètement et faire partir nos dernières industries pour reformer, hein, on entend tout le temps parler de ça, hein, l'apprentissage, la formation, la requalification des gens qui ont perdu leur travail, et cetera. Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de cette logique et puis finalement apprendre à un ancien manutentionnaire, service à la personne, qu'il devienne aide-soignant, qu'il devienne, je sais pas moi, qu'il fasse des ménages, des choses comme ça, sans faire de classification bien sûr, mais c'est juste pour montrer la différence qu'il peut y avoir entre les 2 métiers. Tout à fait. Donc, c'est certain que l'industrie, ce n'est pas le seul secteur économique. Vous avez le secteur primaire, l'agriculture, le tertiaire avec l'ensemble des services. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de redéveloppement de la France de façon globale sur l'ensemble des secteurs industriels, enfin des secteurs économiques? L'industrie, et c'est là qu'on voit l'aspect complètement artificiel des déclarations, des grandes déclarations de Macron et de Castex. L'industrie, c'est quelque part un sacerdoce, c'est une vocation. Ce n'est pas uniquement une activité économique. Quand on rentre en industrie, c'est un petit peu comme on rentre en religion, on cherche à savoir comment les choses fonctionnent. C'est l'industrie qui va quelque part élaborer les produits manufacturés. C'est l'industrie qui va mettre au point des ingénieries, donc qui va à partir d'un certain nombre de matériaux primaires fabriquer des systèmes plus ou moins complexes à haute valeur ajoutée. Les services sont totalement adossés à ce que peut faire l'industrie. Alors, ça a été extrêmement à la mode, comme tu le soulignais, de dire mais oui, mais on est dans un monde de services et de plus en plus, vous aviez eu des discours très très marketing sur, comme celui de Serge Tchouk sur Alcatel avec l'entreprise et l'industrie sans usine, etc., etc. On sait que ça ne marche pas parce que quand on commence à rentrer à faire face à des situations difficiles, on l'a vu avec la crise sanitaire, on l'a vu avec d'autres crises économiques, le fait de savoir
quel est le procédé de fabrication et de le savoir vis-à-vis des autres devient absolument crucial parce qu'il se pose une question de pénurie et de savoir qui sera servi les premiers. C'est un phénomène qui est bien connu, par exemple, chez les équipementiers automobiles. Très très vite, les notions de nationalité reviennent en force dès qu'il y a une pénurie de pièces. Bosch va servir quand même en priorité les constructeurs allemands. Ça ne se dit pas, mais enfin c'est comme ça que ça se fait. Les clients ne sont pas au même niveau. Donc l'industrie, c'est quelque part l'état d'esprit de l'ingénieur qui veut comprendre comment les choses fonctionnent, c'est-à-dire quel est le cœur d'un métier à haute valeur ajoutée. C'est ce qui en définit la vocation. Euh, Tout ça, c'est évidemment à l'encontre d'une équation mondialiste très très simpliste, et Macron est tout à fait dans cet état d'esprit-là, où pour lui, acheter quelque chose ou le réaliser ou le fabriquer, ça revient au même. C'est-à-dire qu'effectivement, vu du point de vue d'un communicant ou d'un financier, il se dit après tout, si je sous-traite ou si j'achète sur étagère une solution, ça revient exactement au même que si je l'avais développé. On voit à quel point, par exemple dans les hautes technologies, ce raisonnement est totalement faux. Donc l'une des industries qu'il faut absolument développer, c'était dans le plan Castex, mais il ne s'intéresse pas au comment. C'est uniquement du quoi et une injection financière, mais ce n'est pas le comment. En nouvelles technologies, on l'a vu avec la censure qui est en train d'être exercée par les réseaux sociaux, pas seulement à l'encontre de Donald Trump, hein, ça c'est le petit bout de la lorgnette, mais à l'ensemble de toute personne qui aurait des opinions un petit peu conservatrices ou souverainistes, qui sont assimilées à de la haine. Pourquoi est-ce que aujourd'hui les États-Unis peuvent se permettre ça? Parce qu'il faut absolument, pour un État souverain ou pour une puissance souveraine, disposer d'un système d'exploitation, operating system en anglais, pour PC et pour smartphone, d'un moteur de recherche, donc c'est Google aux États-Unis qui a une part évidemment écrasante, d'un réseau social fédérateur, d'une messagerie, service de messagerie, d'une chaîne vidéo, d'un service d'e-commerce, de services de cloud computing et d'hébergement. Pourquoi est-ce que c'est extrêmement important? Vous avez vu qu'il y a un réseau social qui vient d'être interdit, qui a fait l'objet d'une action coordonnée hallucinante par l'heure, qui l'a mis complètement au banc de la possibilité de s'exprimer. Non seulement il a été dépublié des principaux stores d'applications mobiles auxquels il appartenait, mais il n'a même plus la ressource d'exister en tant que web application sur Internet parce que ses hébergeurs, c'était Amazon qui l'hébergeait, refusent à présent de le prendre en charge. Donc on voit qu'il y a toute une panoplie de technologies, c'est toutes celles que j'ai citées, qu'il est indispensable de maîtriser. On a laissé complètement les Américains devenir totalement maîtres de ces technologies. Si nous ne les possédons pas, on voit que dans les moments difficiles, il peut en être fait un usage complètement abusif. Qu'est-ce que c'est qu'un discours dangereux ou haineux? Il y a des tas de gens qui considèrent qu'être critique vis-à-vis de l'Union européenne, c'est un discours de haine. Mais Progressiste, n'arrête pas de faire ça. Marc, dans le rapport de force, on pourrait instinctivement penser que celui qui a le plus de puissance, le plus de pouvoir, c'est celui qui est client, in fine. Donc, quand tu dis, pour Emmanuel Macron, c'est la même chose, voire plus simple, d'acheter la solution déjà prête plutôt que de l'inventer et la concevoir, bah, ça peut être un instrument de puissance en France et se dire, on a les moyens, on a les réseaux pour acheter la solution déjà prête et donc on va gagner du temps en le faisant. On a les moyens, on a les réseaux pour utiliser Google, pour utiliser Amazon, pour utiliser toutes les technologies des GAFA, pour choisir qui va accueillir les données des Français dans le cloud. Et ce faisant, nous sommes en capacité d'exercer un chantage envers ces industries, enfin envers ces acteurs, et donc de les contrôler et de les mettre au pas. C'est ce que instinctivement on peut penser. Par contre, Oui, effectivement, dans les malheureusement, faits, factuellement, ce à quoi nous observons depuis 10 jours et depuis la fin de Donald Trump, en fait, bah, nous montre que ça ne fonctionne pas. ça, c'est le grand mensonge de toute façon du discours aussi très à la mode, hein, du marketing, du Customer Relationship Management, où on dit le client est roi, il va être particulièrement choyé. Dans le monde que nous vivons du mondialisme économique, je pense que le statut du client est de pire en pire. Vous faites tous les jours l'expérience d'appeler des call centers, par exemple, quand vous devez demander un service à une grande entreprise en tant que client. Vous tombez maintenant sur un répondeur téléphonique qui essaye généralement de vous égarer parce que le but c'est plutôt de se débarrasser de vous et de votre réclamation.
Donc, le droit du client est de plus en plus bafoué. Donc, effectivement, ce raisonnement qui est très théorique, hein, Macron ne connaît rien au monde de l'entreprise, il est bafoué tous les jours. Qu'est-ce que les réseaux sociaux ont appliqué? Ils ont dit: «Ah, vous comprenez, nous, ce sont nos conditions générales d'utilisation». C'est-à-dire que les gens qui nous plaisent pas, ils n'ont pas respecté les CGU. Étant donné que les CGU peuvent être décidés de façon totalement arbitraire, à partir de quand on considère que c'est un discours dangereux ou pas, on peut bafouer effectivement totalement le droit d'un client. Ça marcherait davantage, ce que tu dis marcherait davantage s'il y avait une concurrence entre les réseaux sociaux, parce qu'effectivement, ils dépendent tout de même, de ce que nous leur versons. Ils sont forts du fait que nous consommons leurs services. Mais étant donné qu'ils sont de fait dans une situation de quasi-monopole, du moins dans les pays occidentaux, ils sont devenus une force de frappe médiatique et économique qui est incontournable. Et ils peuvent donc imposer leurs lois, renverser le rapport de force entre le client et le fournisseur. Donc, il est absolument indispensable de se doter des mêmes technologies, toutes celles que j'ai énumérées. On parle aussi beaucoup de démantèlement des GAFAM. Honnêtement, je n'y crois pas, parce que vous arrivez à démanteler les entreprises quand vous êtes en rapport de force. Les USA eux-mêmes, parce qu'ils sont tout de même un petit peu intéressés à la libre concurrence, ont commencé à s'émouvoir de la situation de monopole des GAFAM. Il y a eu des tentatives d'essayer de les démanteler. Je pense qu'elles n'iront pas au bout, parce que c'est beaucoup trop tentant de disposer de levier d'une pareille puissance et le Parti démocrate n'a absolument aucun intérêt à s'en défaire pour pouvoir les démanteler. La seule façon réaliste pour moi de pouvoir les contrer, c'est de faire la même chose en Europe. Les Russes l'ont fait, ils ont leur propre moteur de recherche, ils ont leur propre réseau social, les Chinois l'ont fait, il n'y a qu'en Europe qu'on ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que l'Union européenne, comme on l'a dit dans des conférences précédentes, est l'ennemi maintenant de l'entrepreneuriat, alors que ce ne sont pas les compétences qui manquent. En fait, c'est ce que j'allais te dire, c'est, que, ton raisonnement soulève, 2 paradoxes, selon moi. Le premier, c'est qu'effectivement, tu tiens comme une normalité à venir le fait de posséder, sa souveraineté, ce qu'on va appeler souveraineté technologique et numérique, alors que, et tu viens de le mentionner, seulement 3 pays l'ont, les États-Unis, la Russie et la Chine. Donc, est-ce qu'on peut considérer, cette chose-là comme étant une chose normale, un objectif que nous devons nous fixer, alors même que seulement 3 pays dans le monde en sont arrivés à ce stade-là? Et ensuite, le deuxième paradoxe, c'est le fait que, les États-Unis d'Amérique ont toutes les difficultés à démanteler les GAFA, si tant est qu'ils aient souhaité le faire, que nous aurons des difficultés à le faire aussi, que la Russie peut avoir des difficultés, et cetera, et que, bah, finalement, il faut être, peu équipé pour y parvenir. Et donc là, on a un exemple extraordinaire qui est tombé aujourd'hui ou hier, mais c'est l'exemple de l'Ouganda. L'Ouganda qui dit: «Vous intervenez Facebook et Twitter dans nos élections, on demande à nos fournisseurs d'internet de bloquer votre accès à ces réseaux». Maintenant, de toute façon, le citoyen ougandais, comme le citoyen tunisien, à l'époque des révolutions en Tunisie, enfin dans les pays du Maghreb, dans tous les cas, sera suffisamment malin pour accéder quand même à ces sites-là en passant par des moyens détournés. Mais quand même, c'est ces petits États-là qui ont finalement la main sur ces réseaux et qui disent: «Je bloque l'accès». La France, si demain elle fait ça, aura une contestation populaire, déjà parce qu'elle aura bloqué l'accès, ça ne passera pas comme ça auprès de tout le monde, et en plus se verra, comment dire, subira une relation de chantage vis-à-vis de ces GAFA qui lui diront: «Attention, si tu bloques l'accès à un des sites, nous derrière, n'oublie pas qu'on a des actions économiques là, là, là et là, notamment Amazon, j'ai tant d'entrepôts, fais pas n'importe quoi parce que sinon je les ferme et je pars et je livre la France depuis l'Allemagne». Et tu vois la situation dans laquelle ça nous met, en fait. Aujourd'hui, c'est dire à quel point on est plus souverain. On a factuellement, on est dans une situation plus difficile que celle de l'Ouganda vis-à-vis des GAFA. D'où le caractère indispensable, comme tu le soulignes, de nous-mêmes redévelopper l'ensemble de ces outils technologiques qui ne sont plus des outils technologiques, mais qui sont devenus, on l'a vu, des leviers politiques. Donc il faut les avoir. Ça peut aller très loin, hein, puisque on peut même se dire, est-ce qu'il faut aller jusqu'à produire nos propres circuits intégrés? Ça peut paraître abusif parce que c'est des technologies qu'on ne sait plus tellement faire à bas coût. La plupart du temps, c'est fait en Chine. Il faut savoir, bon, comme on l'a mentionné, la norme ITAR, aux États-Unis, qui est l'une des facettes des lois extraterritoriales, impose que si même un composant qui représente 1 d'un système d'armes, c'est essentiellement pour l'industrie de défense, est un composant américain, même s'il a été fabriqué en Chine, mais est un composant américain, les États-Unis se donnent le droit de nous interdire la commercialisation de l'ensemble du système, uniquement à cause de ça.
connais des tas d'industriels, quand ils ont découvert que ça existait, ils s'écarquillaient les yeux. Donc ça peut aller très loin puisqu'il faut être capable éventuellement de fabriquer nos propres circuits imprimés. Bien, est-ce que la réindustrialisation passe nécessairement par la relocalisation? Est-ce qu'on, si on applique un plan, il faudrait qu'on s'adresse par exemple à Monsieur Bayrou, il pourrait peut-être nous aider à le faire. Si on applique un plan de réindustrialisation, est-ce que les usines vont refleurir nos campagnes? Et est-ce que tout le monde va retrouver du travail en allant faire de la manutention et de l'assemblage de pièces dans toute, voilà, dans toute la France? Est-ce que les Hauts-de-France, parce qu'il est convenu maintenant d'appeler les Hauts-de-France, disons le nord de la France, va retrouver sa place productrice de textiles? Est-ce qu'à côté de chez moi, dans les Vosges, on va se remettre à produire des vêtements? Ou est-ce qu'il va falloir mettre en place un nouveau modèle? Alors, je suis personnellement pour une relocalisation intelligente. Il y a des tas de gens qui disent bon, bah, on va tout rapatrier, tout ce qui se fait actuellement, même en Chine, en Inde, etc. C'est extrêmement difficile à faire en pratique puisque vous avez tout de même une pression économique du fait que le coût de la main-d'œuvre est extrêmement bas dans ces pays-là. En revanche, ce qu'il est réaliste et souhaitable de faire, c'est que tous les procédés de fabrication à valeur ajoutée doivent rester en France. Donc déjà toutes les ingénieries sur des secteurs importants, et là il ne faut pas se tromper de combat, donc il faut identifier ces secteurs, ils sont connus. Là pour le coup, ce sont ceux du plan Castex, mais il n'a aucun mérite à ça puisqu'on les connaît tous, ceux sur lesquels il faut réinvestir. Déjà réintégrer l'ensemble des ingénieries. Il y a aussi la place pour, je dirais, de l'outil du travail manufacturé qualifié, donc des ouvriers qualifiés. C'est extrêmement difficile de nos jours en France de faire vivre des métiers à très faible valeur ajoutée. Il ne faut pas se leurrer. Donc il faut plutôt essayer de sortir par le haut, relocaliser, mais relocaliser sur des emplois sur lesquels on demande une certaine qualification. Donc l'accompagner effectivement par des actions de formation. L'exemple inverse de ce qu'il ne faut pas faire, c'était ce qu'avait fait la Royal Bank of Scotland, qui, il y a une vingtaine d'années de cela, avait déporté, avait mis en offshoring la totalité de son informatique en Inde, et y compris des choses qui étaient des procédés bancaires, des processus bancaires qu'ils appliquaient depuis des décennies et des décennies et qui constituaient le cœur de leur métier. 6 mois plus tard, en fait, ils ont eu une crise extrêmement grave où toutes les cartes de crédit, les virements automatiques de leurs clients ne fonctionnaient plus. Alors que j'ai déjà piloté des offshoring en Inde, en Roumanie, avec tout un tas d'autres pays, ça peut marcher très bien si vous conservez l'ensemble de la conception. Typiquement en informatique, ça signifie que l'ensemble, on va dire, des objets ou des classes sur lesquelles vous travaillez, ça reste en France qui sont conçus. Après, vous pouvez éventuellement sous-traiter pour qu'il y ait du développement à l'extérieur. Donc un offshoring intelligent. Vous ne pourrez pas tout rapatrier. Il faut en revanche arriver à revenir à des taux de 20-30% du PIB de la production industrielle, alors que, comme tu le mentionnais en début de notre entretien, on est tombé à peu près 10%. Tu parles du plan Castex depuis tout à l'heure et tu nous disais notamment qu'il avait réfléchi à quelles industries il fallait relancer, pourquoi il fallait les relancer, qu'il allait les abreuver de subventions, mais qu'il n'avait pas pensé à la question comment. Là, tu me dis qu'il faut viser 30% du PIB, 20 à 30% du PIB pour l'industrie. On a pris tellement de retard, Marc. Comment veux-tu que nous multiplions par 3 la part de l'industrie dans le PIB français? C'est absolument énorme. Tu veux nous mettre au niveau des dragons asiatiques, nous mettre au niveau de l'Allemagne, qui lui, elle, est à 20%. Comment on va pouvoir faire? Tu parles de formation. Comment on relance la formation aussi? On a cassé tous les circuits de formation. Hein, les pôles de formation des chambres de commerce et d'industrie, même s'ils restent performants, sont de moins en moins performants. Je suis passé par là moi-même, hein, et 3-4 ans après mon passage, je vois bien la différence au niveau de la formation. Et puis j'ai pu constater moi que la formation souffrait aussi sur certains points. Donc il faut vraiment tout relancer. Est-ce que c'est pas un objectif trop haut? Est-ce qu'on n'a pas déjà pris trop de retard pour y arriver? Sans même considérer la question de la souveraineté numérique ou technologique, où là, ça me semble complètement insurmontable. Alors, ça paraît insurmontable. Cependant,
il y a un élément qui fait que nous avons une fenêtre de tir, mais il faut en profiter et en profiter assez vite. C'est que ce qui fait que tu peux rattraper un retard, même assez phénoménal, c'est lorsqu'il y a une rupture industrielle, une rupture technologique. Parce que quelque part, elle remet les compteurs à zéro. Avant l'invention de l'iPhone, il y avait des fabricants c'était les embryons de smartphones qui se faisaient concurrence. Le jour où l'iPhone est sorti, ça a remis quelque part tous les compteurs à zéro parce que c'est une rupture majeure, ce que les anglo-saxons appellent un game changer. Alors, tu vas me dire, ça n'est valable que dans les nouvelles technologies. Bon, déjà, tout ce secteur-là, il faut savoir que si on y mettait, et c'est pas uniquement des moyens financiers importants, c'est ça que le gouvernement ne comprend pas. Il ne s'agit pas uniquement d'injecter de l'argent. On peut, avec des petites équipes, mais très performantes, arriver à retourner une situation parce que justement, on change complètement de paradigme. Euh, Par exemple, dans les domaines de la data science ou de l'IA, si on fait une découverte majeure, si on change complètement la façon de programmer un réseau neuronal, celui qui l'aura initié, il peut avoir 10 ans de retard sur les autres. Là, il va repasser devant. Alors, tu vas me Oui, dire, mais les enfin, il industries faudrait encore classiques. pour ça que nos meilleurs éléments dans la matière restent en France. Il y a aussi ce problème-là, c'est que tous nos ingénieurs partent à l'étranger. Alors, pas tous tout de même, parce que quoi qu'on en dise, les conditions de travail en France ne sont pas si mauvaises, et on en vient effectivement au comment, et qui montre que bon, le plan Castex n'envisage absolument pas cela. Il faut rentrer dans ces cas-là dans le fonctionnement interne des entreprises ou des organisations. Ça signifie, il y a 5, je dirais, applications clés. On a tendance en France à souffrir de très grandes entreprises qui sont pilotées par souvent des gens qui sont parachutés, ça peut être d'ailleurs des énarques, avec une connivence terrible entre le public et le privé, des gens qui n'ont pas les compétences généralement pour les diriger. Il faut arriver à un modèle exactement inverse de celui-ci. Donc déjà privilégier les petites équipes. On en avait parlé dans les conférences précédentes. Les grandes entreprises sont généralement celles qui finissent par favoriser les jeux d'appareils, les jeux de couloir, les gens qui font un petit peu de la politique. Les grandes entreprises performantes, et il y en a, elles créent souvent des petites entreprises dans la grande. Donc Donc là, des on petites renvoie à notre unités. entretien sur la méritocratie, hein. Allez vraiment le Voilà. voir, tout est dedans. Euh, on peut très bien aussi, parce qu'on sait que dans les grandes entreprises françaises, l'État intervient fortement dans la nomination de toute façon de leur PDG, imposer une règle qu'il faut que ce soit des gens issus du sérail. Il faut arrêter avec les parachutages de personnes qui ne connaissent absolument rien à leur domaine. Donc, le PDG d'une entreprise aéronautique ou nucléaire ou automobile doit forcément être quelqu'un issu du sérail, pas forcément exactement de la même industrie. Vous avez des gens qui, par exemple, ont fait une carrière dans l'aéronautique, qui peuvent être performants dans l'automobile ou réciproquement, mais tout de même des gens qui, dès le départ, en ayant gravi tous les échelons, savent exactement ce qu'est une chaîne industrielle, comment ça marche, ce qu'est une ingénierie, comment elle fonctionne. C'est un point très important. Notion de délégation de responsabilité et de confiance. Ça, c'est aussi une chose dont on souffre en France, vis-à-vis notamment des anglo-saxons. C'est pour ça qu'ils ont pu souvent se développer mieux que nous. On a la manie du contrôle permanent dans les entreprises françaises. Donc, vous avez une armée de contrôleurs de gestion ou de consultants, hein, comme McKinsey là, récemment, qui est intervenu sur un dossier où il n'avait rien à faire. Euh, où le coût du contrôle excède largement les économies que c'est censé faire. Donc, vous avez des équipes opérationnelles qui peuvent être très performantes en France. Mais pour lever petit doigt, il faut qu'elles justifient, et à chaque action, auprès d'un contrôleur de gestion, ce qu'elles sont en train de faire. Il est beaucoup plus simple de leur dire, écoutez, voilà, vous avez une enveloppe pour toute l'année. Euh, les opérationnels sont tout de même les mieux placés pour savoir qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important. On peut éventuellement adjoindre un contrôleur ou un ingénieur assurance qualité, mais il doit être intégré à l'équipe et en partager les objectifs, de façon à ce que la réalisation, les doers deviennent finalement la part belle de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on revalorise ce qu'ils font. Tu citais le cas de l'apprentissage, il y a eu effectivement une déshérence des filières d'apprentissage, pas seulement parce qu'on n'y a pas injecté d'argent, mais parce qu'elles ne sont pas assez valorisées. Pourquoi? Parce que les gens qui sont issus de ces filières devraient être les fers de lance et devraient être les futurs décisionnaires et managers des entreprises. Oui, mais c'est la Aujourd'hui, c'est le tarte à la crème contraire. du discours politique depuis 15 ans, ça. Enfin, on entend tous Madame Michu dire oui, mon fils, il devrait vouloir faire
une filière d'apprentissage plutôt que 5 années post-bac à la fac, parce que l'apprentissage, bah, il aura un travail et puis en plus, il gagnera mieux sa vie. Et puis, il faut arrêter de faire une hiérarchie, etc. Enfin, c'est un discours de bon sens, un discours populaire. C'est un discours que nos élites politiques reprennent en partie à chaque fois qu'il y a une campagne présidentielle, et c'est quelque chose qui n'est jamais appliqué. Est-ce que c'est vraiment applicable, ou est-ce que c'est une volonté politique de dire, bon, bah, allez, on leur resservira ça dans 5 ans, et puis voilà, ils vont nous lâcher la grappe un petit peu là. Tant qu'on ne fait que le dire, effectivement, ça n'arrivera pas. Donc il faut rentrer dans les modes d'organisation, dans le mode de management pour que ça devienne une réalité. Et faire confiance aux équipes de terrain, c'est un premier pas. C'est leur dire, vous avez une totale autonomie de décision, une autonomie budgétaire dans ce que vous faites. Dernier point, ça c'est important, c'est que l'optimisation des coûts doit toujours être mise en rapport avec une réalité industrielle. Quand on baisse les coûts de fabrication de n'importe quel produit manufacturé, il ne faut pas avoir une logique de cost killer, il ne faut pas se dire de toute façon je réduis les coûts pour réduire les coûts. Un véritable capitaine d'industrie sait que, tiens, montrez-moi le procédé industriel qui fait qu'effectivement on a été un peu plus astucieux et qu'on a économisé 10% des pièces qu'on utilisait habituellement, parce que vous avez rajouté une bielle, un joint ou quelque chose à tel ou tel endroit. Et les véritables responsables industriels s'intéressent à ça et s'intéressent à la façon dont les coûts ont été réduits. On mentionnait dans l'un de nos entretiens aussi l'exemple du Japon, avec les cercles de qualité. Il y a énormément de processus au Japon qui sont beaucoup plus bottom-up, où finalement les gens de la base, les opérationnels, on voit au chapitre et quelque part décident de ce qui va être fait parce qu'ils connaissent l'intime exécution du processus de fabrication. Et c'est de cette façon que petit à petit, on arrivera à revaloriser les filières d'apprentissage. Donc, autonomie budgétaire et décisionnelle, processus dans lesquels ce sont les hommes de terrain qui finalement remontent les problèmes, décident ce qu'on va faire par rapport à ça, et non pas uniquement des gens qui sont là uniquement pour les contrôler financièrement. Petites équipes et au niveau des dirigeants, des personnes issues du sérail, donc qui ont l'estime des opérationnels de terrain. Si on applique l'ensemble de ces mesures, quelque part, là, on peut parler d'un véritable plan d'investissement. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'injecter de l'argent, on demande à certaines entreprises de se transformer. Et on commencera à réirriguer effectivement nos entreprises par des filières d'apprentissage, par des ingénieurs ou des techniciens qui s'y retrouvent et qui ne seront pas conduits uniquement par des consultants ou des gestionnaires. Quels seront les freins à ça? Est-ce qu'on va avoir des freins en interne de ces entreprises, des freins syndicaux, par exemple, qui nous empêcheront de le faire? Ou est-ce que vraiment, de la base à la tête de l'entreprise, tout le monde est prêt à faire ça? Alors, je pense que il y a, et c'est là que je crois que c'est profondément possible. Il y a une très grande majorité de gens, que ce soit aussi bien les ouvriers de terrain, les techniciens, les ingénieurs de premier et même de second niveau, qui seraient tout à fait prêts à franchir le pas. Le principal frein, c'est l'ensemble des personnes qui profitent du système de capitalisme de connivence, c'est-à-dire qui viennent se greffer, mais qui ne sont qu'une toute petite minorité, qui malheureusement ont le pouvoir. Je vais te raconter une petite anecdote, je ne sais pas si tu connais Louis Pouzin. De non, mais vraiment très loin. Alors Louis Pouzin, c'était une personne absolument exceptionnelle, très attachante, qui un ingénieur de très très haut niveau, qui a opéré entre les années 50 et 1970. Bon, c'était un brillant sujet, polytechnicien, et qui a déjà fait des choses assez atypiques parce qu'il s'est intéressé de très près à l'informatique dans les années 70. On était au tout début. Et puis, ben, ses petits camarades lui disaient, mais pourquoi tu t'intéresses à ça? C'est pas noble parce qu'il faut rentrer les mains dans le cambouis, il faut commencer à faire des trucs, à bidouiller. Pourquoi toi, polytechnicien, alors que tu es promis une brillante carrière où finalement tu rentres jamais là-dedans, tu t'intéresses à ça? Et justement, regardez, il y a des trucs très très intéressants. Et Louis Pouzin, en fait, a inventé la communication par Internet. Elle a été inventée par un Français. Ça se sait peu. Mais le protocole TCP/IP, qui est utilisé aujourd'hui universellement pour les communications par Internet, on vous raconte toujours dans les livres que c'est la création de deux ingénieurs américains, Bob Kahn et Vint Cerf, qui ont en fait piqué l'idée de Louis Pouzin, qui est en fait quelqu'un qui avait beaucoup travaillé en informatique et dans les télécoms,
et qui a le premier, dans un projet qui s'appelait Cyclade, dans les années 70, élaboré ce qui allait être le protocole TCP/IP. Ça s'appelait les datagrammes. C'est lui qui a inventé ça. De manière concurrente, il y a un autre protocole assez connu, Transpac X25, qui est mort maintenant. C'est celui qui était utilisé par le Minitel, qui a été développé concurremment. Et Louis Pouzin avait, avec de très très bons arguments, montré qu'il fallait plutôt s'orienter vers le sien. Mais il a fallu prendre une décision. Et cette décision, ce n'est pas lui qui l'a prise. C'est une autre personne qui s'appelle Ambroise Roux, qui est aussi un industriel assez connu. Alors lui, c'est pareil, brillant sujet en termes d'études et également polytechnicien. Par contre, il est rentré dans la filière royale où on ne met pas les mains dans le cambouis, où très très vite il s'est orienté vers des actions de lobbying, d'influence. C'est devenu un des maîtres du capitalisme d'influence ou de connivence. Et c'est lui qui a conseillé directement Giscard quand il a fallu faire le choix entre arrêter le projet Cyclade avec ce qui étaient les embryons du TCP/IP et le Minitel. Tu connais la suite, c'est le Minitel qui a été choisi. Alors qu'en fait, on avait déjà quelques années d'avance sur ce qui allait être la création de l'Internet. Cette histoire, et j'incite tous les auditeurs du Club des Mercredis à regarder la biographie de Louis Pouzin. Il y a énormément de documentation, il y a eu des émissions sur France Culture, c'est une personne exceptionnelle. Le problème en France, c'est que ce ne sont pas ces gens-là qui ont les décisions. Ce sont des gens qui ont le profil d'Ambroise Roux, qui la prennent et qui finissent par conseiller les politiques. Après, Giscard n'a pas été trop regardant là-dessus et il a pris la mauvaise décision. On a en France encore une ingénierie d'élite et qui est reconnue à l'étranger, que ce soit dans le domaine du nucléaire, dans le domaine de la sidérurgie, des chantiers navals, de l'aéronautique, de l'automobile. L'ingénierie française excelle. Pour être tout de même très très proche de ces milieux-là, il ne faut pas faire de complexe. Je peux vous dire que la rigueur germanique en prend un coup quand vous voyez les choses de près. On n'a absolument pas à rougir de ce que l'on peut faire. Notre problème ne vient pas de là. On peut retourner complètement cette tendance à partir du moment où on a enlevé la couche, qui est une couche très superficielle, qui représente peu de personnes, mais de l'ensemble des personnes qui bénéficient de ce capitalisme d'influence auquel il faut définitivement faire la peau. À partir de là, on a des entrepreneurs qui sont suffisamment extraordinaires, à l'instar de Louis Pouzin, pour renverser la vapeur. Oui, nous avons beaucoup de retard, c'est-à-dire nous en avons accumulé énormément, mais nous vivons une époque où toutes les industries classiques, nucléaire, aéronautique, automobile, doivent être mariées avec les hautes technologies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans toutes les industries, vous devez faire de la data science, du machine learning, de l'IA. Et la difficulté est de marier ces anciennes technologies, les technologies de l'ingénieur, avec ces nouvelles technologies. Il est possible, dans cette fenêtre de tir, de renverser la vapeur. Parce qu'à partir du moment où vous mettez, comme on l'a dit, dans le chapitre organisation, des petites équipes intégrées, autonomes, d'opérationnels, qui se font confiance, ils peuvent très très bien provoquer des ruptures qui fait qu'on passe de 3 ans de retard à 3 ans d'avance. C'est tout à fait possible. Mais pour ça, effectivement, il faut arrêter d'emmerder les opérationnels, ne pas se retrouver comme dans la situation de l'EPR, redonner le pouvoir à ceux qui savent, qui sont passionnés par leur domaine et qui savent comment leur métier fonctionne. Encore une question sur le sujet, et après j'aborderai vraiment le souverainisme. Est-ce qu'il faut aussi revoir le rôle du patron dans la société? Est-ce qu'il faut que cette réindustrialisation passe nécessairement par donc la relocalisation? Tu as en partie répondu à cette question, mais est-ce que les usines qui sont en France doivent être tenues obligatoirement par des Français? Ou est-ce que nous pouvons laisser, par exemple, comme c'est le cas de, je crois, Toyota, Valenciennes, des entreprises étrangères produire des biens chez nous? Voilà, bon, quid de la présence d'industries étrangères? Voilà, première partie de la question. Deuxième partie de la question, quel rôle pour les grands patrons? Doivent-ils avoir le rôle qu'ils ont aujourd'hui, qui est un rôle un petit peu distant de la société française, qui est où ils se sentent un petit peu appartenant à une sorte d'hyperclasse, à même de prendre des décisions politiques, mais à l'échelle nationale, ou de conseiller des décisions politiques? Ou alors doivent-ils retrouver un rôle plus local, comme Peugeot a su l'avoir, pour rester sur la question automobile par exemple, à Sochaux, comme nous, dans l'Est de la France, on a pu avoir de très grandes entreprises qui ont fait vivre des villages, qui ont fait vivre des familles. Est-ce qu'on doit retrouver plutôt ces vertus du patronat, ou est-ce qu'on peut le faire avec le premier modèle? Alors, il y avait deux questions dans ta question.
La première, c'est que faut pas non plus se focaliser sur la personnalité du patron. Ce qui fait une industrie, c'est l'ensemble de tous ces hommes. Donc, il faut déjà éviter un petit peu le culte de la personnalité. On a vu ce que ça donnait d'ailleurs dans certaines industries avec des patrons très médiatiques, très emblématiques, quand on commençait à quelque part trompetter leur personnalité unique. Généralement, ça se termine très mal. C'est aussi ce qui fait qu'on a la vocation industrielle, c'est qu'il y a un esprit d'équipe. Ce qui est important, c'est de garder les compétences clés. Et ça ne dépend pas uniquement du patron. Donc oui, on peut effectivement faire venir, comme Toyota à Valenciennes, on peut faire venir un certain nombre d'entreprises qui sont dirigées par des dirigeants étrangers. Si on passe un certain nombre d'accords, ou certains de nos labos technologiques travaillent, et ça fait partie des termes de l'accord, en partenariat avec cette entreprise. Et cette fois des labos dont à la fois la valeur ajoutée, l'ingénierie soit française, sur lesquels la protection de la propriété intellectuelle et des brevets doit clairement rester chez nous. Là, on peut nouer des partenariats avec des entreprises qui créent de l'emploi en France. Ensuite, il y a la question des bassins locaux, oui, oui et oui. C'est-à-dire que les bons capitaines d'industrie ne s'intéressent pas aux plateaux médiatiques et politiques. On leur demande d'intervenir, parfois politiquement ou sur des sujets de société. Ce qui fait qu'ils interviennent efficacement, c'est justement qu'ils arrivent à s'extraire de ce milieu un petit peu frelaté et qu'ils en imposent pas leurs compétences. C'est un exemple que j'ai souvent cité dans les conférences précédentes. Mais lorsque Carlos Tavares s'est exprimé sur l'absurdité totale du plan d'électrification imposé par l'Union européenne sur les véhicules électriques, et où il a expliqué extrêmement bien pourquoi le cadencement était n'importe quoi, il l'a fait avec des arguments qui forçaient le respect, qui, de toute façon, sans qu'il ait besoin de le dire, montraient l'incompétence des gens qu'il avait en face. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? C'est qu'il passe pas son temps, vous voyez pas beaucoup Carlos Tavares sur les plateaux télé ou au milieu des cénacles ministériels. Vous le voyez beaucoup sur le terrain. Et les bons capitaines d'industrie sont ceux-là. Il y a un autre que j'aime beaucoup citer, c'est l'ancien patron opérationnel d'Airbus, Fabrice Brégier. Celui-là, on l'a bien perdu aussi, alors que c'était un patron exceptionnel. Il est actuellement directeur de la filiale France de Palantir. Donc, on est en plein dans le cœur des nouvelles technologies américaines et qui plus est liées à la confidentialité. Fabrice Brégier, est-ce que des gens en ont entendu parler? Non, c'était quelqu'un d'extrêmement discret, mais il a fait d'Airbus ce qu'il est aujourd'hui. Bon, Airbus se porte pas bien, évidemment, pour des raisons que vous connaissez aujourd'hui, mais malgré tout beaucoup mieux que Boeing, parce que c'est une machine de guerre industrielle extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il passait son temps, non pas sur les plateaux télé ou au milieu des politiques, il passait son temps dans les bureaux d'études, sur les chaînes. Il court-circuitait parfois les hiérarchies intermédiaires pour aller voir ce qui se passait sur le terrain. Et il était capable de dire exactement comment était fabriqué un avion, une aile d'avion, comment ça se passait. Il rechallengeait directement les équipes sur le terrain. Donc oui, oui et oui, le local, c'est un thème qu'on aime énormément d'ailleurs au Parti 4 piliers, c'est la subsidiarité, c'est de redonner des pouvoirs locaux. Ça va de pair avec ce qu'on a dit en termes d'organisation, où il faut redonner de l'autonomie aux gens, redonner de la confiance, et ça c'est un des très gros travers du management à la française. Où par défaut, et c'est le comble, vous avez généralement des décisionnaires qui ne font pas confiance à leurs opérationnels de terrain, alors que la plupart du temps, ce sont les décisionnaires qui sont incompétents et les opérationnels qui sont extrêmement compétents. Mais c'est peut-être pour ça qu'ils ne leur font pas confiance, parce que quelque part, les opérationnels leur font peur. Et ce sont les mêmes décisionnaires qui, après, en réunion, vantent devant leur PowerPoint les vertus du terrain et le retour au bon sens et au pragmatisme du terrain. Voilà, ou qu'ils le font vanter par McKinsey quand, en plus, ils ont la flemme de pouvoir le faire. Bon, par contre, alors l'entretien est intéressant, on arrive au bout. Enfin, j'espère qu'il l'est aussi pour vous, hein, public du club. Dites-le nous en commentaire. Et s'il y a des questions que nous n'avons pas, auxquelles nous n'avons pas pensé et auxquelles vous pensez vous, on pourra éventuellement faire un entretien complémentaire sur le sujet. Mais moi, je suis un petit peu déçu. Comme tu le sais, Marc, j'ai un léger passé politique. J'ai été formé dans les rangs du premier parti, avoir demandé l'action de l'article 50, l'Union populaire républicaine. Et François Asselineau nous disait à l'époque, pour lequel j'ai encore la plus grande sympathie humaine et
et idéologique, hein, qu'on s'entende bien, c'est pas un tacle que je lui envoie. Mais à l'époque, on nous disait, bon, il suffira de sortir de l'euro, il suffira de dévaluer un petit peu le franc, et puis les industries reviendront et nous relancerons le pays comme ça. Donc on avait un petit peu cette formule magique qui était de dire, bon, on va garder le pays dans le même état, le fonctionnement à peu près dans le même état, on va juste sortir de l'euro et on sera de retour. We will make France great again en sortant de l'euro et ça va suffire. Bon, là, en l'occurrence, par rapport à ton discours, il semblerait que ce ne soit pas le cas. Est-ce que la sphère souverainiste est vraiment armée idéologiquement pour bien comprendre tous les enjeux que tu viens de nous énoncer et pour réussir demain à réindustrialiser le pays? C'est pour ça que notre cheval de bataille, aussi bien moi que le parti de 4 piliers, c'est de revaloriser les entrepreneurs en considérant qu'ils sont des fers de lance du souverainisme. Il faut arrêter d'opposer effectivement les entrepreneurs perçus trop souvent comme des fers de lance du mondialisme. En fait, les bons capitaines d'industrie sont par nature, par essence, des souverainistes, parce qu'effectivement, ils connaissent les réalités locales et qu'ils veulent les appuyer. Comme on le disait, les travers de la mondialisation, de systématiquement aller tout offshorer dans des pays où le coût de la main-d'œuvre est de plus en plus bas, donc avec un moins-disant permanent, ça, c'est pas du tout la logique d'un véritable entrepreneur. Un véritable entrepreneur, il va se dire non, non, si je réduis les coûts comme ça, mais que je dégrade totalement ma qualité, je vais le payer très très cher 2 ans plus tard. Donc, je m'intéresse au procédé de fabrication, j'externalise ce qui peut être externalisé, qui n'a pas trop d'importance. Tout ce qui est important, je le garde chez moi. Je veux en avoir la maîtrise complète. On a un leitmotiv aussi au parti 4 piliers, c'est reprendre notre destin en main. C'est le reprendre en main au niveau politique, mais au niveau économique. Au niveau économique, ça signifie effectivement garder tous les procédés de fabrication. Oui, tu as raison, trop souvent, dans la sphère souverainiste, on s'est dit, on part de l'UE, on sort de l'euro et tout va partir. Non, il y a toute une réorganisation en termes humains, toute une mentalité qu'il faut changer vis-à-vis de management à la française, de l'ensemble du patronat français et de ceux qui sont au levier de décision. Il faut arrêter le capitalisme de connivence, il faut revaloriser les vrais entrepreneurs, il faut montrer que justement les bons capitaines d'industrie sont proches du terrain et sont proches des hommes de terrain, ils sont proches du peuple. Donc c'est le discours que je tiens souvent, que la véritable élite n'a pas à être opposée au peuple, la plupart du temps, elle est extrêmement soudée à lui. C'est la fausse élite qui est en conflit avec le peuple. Une dernière question, Marc, un petit peu taquine. On a un grand chef d'entreprise français qui prépare sa candidature pour 2022. Que penses-tu du retour d'Arnaud Montebourg sur la scène politique? Je la regarde avec intérêt. Bon, Arnaud Montebourg, j'ai à la fois un intérêt, une certaine estime, toujours de la défiance. C'est tout de même quelqu'un qui a appartenu au gouvernement Hollande, quelqu'un qui est tout de même issu des rangs du PS. Il a, je dirais, dans ses gènes pas mal de, on va dire, de tics et d'habitudes politiques bon, qui lui sont restées. C'est aussi quelqu'un qui est un petit peu un battleur, hein, qui aime bien faire de la communication. Ça, c'est pour la partie négative. Pour la partie positive, c'est quelqu'un qui a bien compris certains enjeux, qui s'est opposé à Emmanuel Macron lors de la vente d'Alstom avec de bons arguments. Et surtout, le point le plus positif, c'est que quand il a pris sa retraite de la politique, il a eu l'humilité de repartir en bâtisse, d'être entrepreneur justement, de bâtir des petites entreprises sur des secteurs assez modestes, hein, le miel, les amandes, etc. Et de faire ses armes depuis le début là-dessus. Et ça, j'ai du respect pour cela. Donc effectivement, Montebourg, dont j'avais une image qui n'était pas forcément flatteuse à l'époque où il était un pur politique, a regagné mon estime. Donc je regarde son parcours et effectivement ses velléités avec intérêt. Je crois de toute façon qu'il faut. On est mûr aussi. On parlait d'un moment propice, d'une fenêtre de tir pour renverser notre retard technologique et notre retard industriel. Il y a aussi une fenêtre de tir pour fédérer suffisamment de forces souverainistes. On voit qu'il y a des candidatures souverainistes potentielles de valeur. Vous avez des gens comme Montebourg, effectivement. Vous avez des gens comme Retailleau à droite qui tiennent des discours intéressants qu'il faut entendre et qui
peuvent contribuer à ce qu'on fonde une force politique. Après, si j'ai rejoint le parti 4 piliers, c'est que je crois que ça ne viendra plus maintenant des politiques traditionnelles. Il nous faut aussi du sang neuf, il faut des gens qui aient une véritable expérience de terrain. Et bon, tu vas me dire, c'est encore le vieux dada de la société civile que Macron nous a beaucoup resservi. Sauf que, bon, nous, c'est véritablement ce qui se passe parce qu'on Macron, ça a été le discours. Et puis 3 ans après, on a eu Moscovici qui était à la Cour des comptes. Donc les apparatchiks, donc exactement l'inverse de ce qu'ils voulaient faire. On peut le vérifier, hein, au parti 4 piliers, il n'y a que des gens qui sont issus, je dirais, du monde réel. On va se quitter sur ces mots, Marc. On invite l'ensemble de notre public à visiter le site des 4 piliers, à se rendre sur ta page Facebook, sur laquelle tu communiques beaucoup, pour nous regarder les 2 entretiens qu'on a fait ensemble, au moins. Pourquoi pas découvrir les autres vidéos du Club du Mercredi et notamment nos anciennes conférences. Ça commence à dater un petit peu. Ça fait 1 an maintenant qu'on peut plus se regrouper pour faire des conférences, mais il y a quelques conférences données à Nancy qui valent le coup d'être vues. Allez voir dans nos vidéos et dans les suggestions qu'il y aura en fin de vidéo. À nous soutenir si vous le souhaitez sur Facebook, Twitter et Tipeee. Vos récents dons ont été très appréciés. C'est grâce à eux que nous avons pu nous équiper à l'audio. Vous voyez, vous demandez, vous nous aidez, nous actons et nous agissons. Donc n'hésitez pas à continuer dans ce sens. Surtout que nous avons la journée souverainiste à préparer. Je l'organiserai dès que ce sera possible. Donc pour ça, il faut de la finance. Voilà, bon, je vous dis merci à tous, merci à toi Marc d'avoir accepté le principe de ce 3e entretien et je te dis à bientôt, on aura l'occasion d'en faire d'autres. Merci, excellente année à tous les souverainistes. Le 2021 sera l'année du souverainisme et de sa renaissance. Espérons-le. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas la cloche.